Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc, mais aussi à promouvoir aussi le vivre ensemble. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Le temps est grave et l'image de l'islam est en grande difficulté ici en France. De ce sens, l'émission marocaine a pris l'engagement de faire valoir cette notoriété de l'islam, cette propreté de l'islam, puisque l'amalgame est là. Nous ne nous assumons pas notre responsabilité. Il y a des morts, il y a des familles déchirées, il y a des orphelins. La République est en jeu et l'islam devient un élément de campagne électorale. C'est une première dans l'histoire de la France et nous devons, et c'est notre responsabilité tous, à agir pour que la paix sociale et le vivre ensemble l'emportera. Dans ce cadre-là, l'émission Arc-en-ciel consacrera durant 2 mois des émissions dédiées à l'islam en France, en expliquant les tenants et les aboutissants de ce dossier, parce qu'ils ne sont pas nombreux ceux qui connaissent ce dossier, et nous souhaitons, à travers cette émission, comme ça a été le cas pour la boîte à idées, de permettre d'étaler un diagnostic réel sur la problématique de ce dossier, avec un historique bien entendu, avec un état de lieu de ce dossier actuellement, mais aussi avec une analyse pertinente, mais aussi, bien sûr, des propositions. Et c'est pourquoi cette émission, il va être partagée entre 2 volets. Un volet académique, et c'est très important que ce volet soit parmi nous dans cette analyse, de ce diagnostic, mais aussi on donne la parole à des hommes, à des femmes de terrain qui connaissent le dossier d'une manière pratique. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec Sikarim Ifrak, docteur de l'école pratique des hautes études, islamologue, chercheur au Centre national à la recherche scientifique de Paris, CNRS, spécialiste de l'histoire intellectuelle de la vie et de la pensée dans les mondes musulmans, codicologue et porte un grand intérêt à l'histoire de Mus'haf al-Karim. Sikarim, ahlan wa sahlan. Merci beaucoup, ahlan wa sahlan, Sissa Sabri. Et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel, une émission qui accompagne l'islam en France, comme ça a été le cas dans le cadre de la boîte à idées des émireux pour l'émireux. Notre objectif à travers cette émission, et vous êtes le premier intervenant, c'est un honneur pour nous de vous avoir parmi nous, surtout un intellectuel franco-marocain qui connaît le dossier d'une manière assez précise, d'éclairer, c'est ça l'objectif principal de cette émission et les autres émissions à venir, d'éclairer l'opinion publique et aussi les décideurs, parce que ce dossier, il ne concerne qu'un certain nombre de personnes, ne sont pas assez nombreux, et l'opinion publique ne connaît pas la réalité de ce dossier. Nous souhaitons à travers cette émission d'étaler la vérité, d'expliquer les tenants, les aboutissants de ce dossier, afin que l'amalgame cesse, parce que l'islam et l'image des musulmans ici en France est en danger, et ça, on le vit actuellement avec les élections présidentielles. Ma première question, comme vous le savez, c'est la question de nous dresser par l'intermédiaire d'un intellectuel qui connaît ce dossier, un historique de l'islam en France, s'il vous plaît. Très bien. Tout d'abord, merci beaucoup, M. Sabri, pour cette invitation. Également, je tiens à dire un grand merci au public qui nous écoute avec attention. Tout d'abord, je voudrais dire que la question de la gestion de l'islam en France est incontestablement une question à la fois sensible et complexe, et sur
sur laquelle plusieurs ministres se sont cassés les dents. Ce qui explique en partie pourquoi elle a été à la fois mal gérée et mal réfléchie, et que jusqu'à nos jours, elle demeure un pur échec à tous les niveaux. Les montées des radicalismes, du communautarisme, de l'islamophobie, sans parler des conflits internes, on sent quelques preuves bien tangibles. Et donc, à la lumière de ces éléments que nous allons voir ensemble, on va vite se rendre compte que cette question a été gérée au coup par coup, selon les contraintes et les aléas du moment, et donc à l'écart de toute stratégie basée sur le long terme, doublée d'un regard d'ensemble conscient des réalités fluctuantes du terrain. Et afin de faire le point sur cette situation, nous allons d'abord tracer un historique à la fois précis et concis. Il n'est pas question ici de remonter le temps jusqu'à 1914, où pour des besoins militaires, les primo-musulmans, maghrébins et africains, ont été appelés pour participer à l'effort de la guerre, mais plutôt jusqu'aux années 70, une décennie où la présence, mais également la visibilité musulmane en France est devenue de plus en plus significative. C'est donc à partir de cette décennie que l'islam en France va entamer sa marche vers ce qu'il va devenir aujourd'hui. Plusieurs facteurs vont y contribuer. Des facteurs endogènes, c'est-à-dire des facteurs intra, qui sont soumis à des événements d'ordre politique, économique et sécuritaire. Mais également des facteurs exogènes, extra, qui sont relatifs à la montée et au développement des mouvements islamistes, des mouvements salafistes, des mouvements fondamentalistes et bien évidemment des mouvements takfiristes. Donc on peut résumer en disant que ces facteurs sont également des facteurs d'ordre géopolitique. Concernant donc les facteurs endogènes, en tête de ceux-ci, un événement étroitement lié à la personne de M. Hamza Boubacar, alors recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui, je le rappelle, à l'époque était encore placé sous la gestion de l'État français. Il faut comprendre qu'à cette époque, dans toute la France, il n'y avait que la Mosquée de Paris qui représentait officiellement l'islam. Donc, fort de ce grand privilège, l'ancien recteur va réfléchir à la mise en place et à la constitution d'une république saharienne, en sollicitant le soutien de plusieurs chefs d'État africains. Cette première dans l'histoire de France va faire prendre conscience au pouvoir de l'époque que la question musulmane est chose très sensible et qu'il conviendrait de la gérer avec la plus grande attention et contrôle. Donc, plus loin de cette première considération purement politique, des événements d'ordre sociologique vont venir jouer un petit peu les troubles faits et participer par inadvertance à la mise en forme de l'islam en France. Les besoins grandissants de la France en main-d'œuvre étrangère pour sa construction et pour son développement économique vont faire que cette main-d'œuvre étrangère va tutoyer des chiffres très importants au début des années 70. On parle alors de plus ou moins 500 000 personnes. La majorité de ces immigrés étaient placés dans des foyers pour travailleurs, construits notamment pour contrecarrer à l'époque l'influence des indépendantistes très actifs dans les bidonvilles de l'époque. Et c'est également à cette époque que les facteurs endogènes, c'est-à-dire les facteurs extra, ils vont commencer à prendre forme et à jouer des rôles de plus en plus importants. Au nombre de ces facteurs, le mouvement frériste, celui des frères musulmans, le mouvement wahhabite, qui va prendre forme sous le nom du salafisme, et l'idéologie takfiriste, bien évidemment, et également le mouvement fondamentaliste qu'on va voir très, très prochainement. Ce mouvement fondamentaliste
que les gens connaissent par le terme de tablir, va s'installer en France vers la fin des années 60. À cette installation, il va rencontrer des succès de plus en plus grands au cours des années 70, c'est-à-dire au tout début. Ce mouvement, qui est à la fois fondamentaliste et prosélyte, il va pousser naturellement les immigrés musulmans installés dans les foyers à revenir vers la pratique de la prière délaissée pendant plusieurs décennies. Cette prière, ils vont appeler à la pratiquer dans des lieux dédiés, c'est-à-dire dans des salles de prière. Le plus étonnant dans cette affaire, c'est que en 1973, il va y avoir la célèbre crise du pétrole qui va enrichir les pays du Golfe et fragiliser par le même biais l'économie de pays riches dans la France. Cette fragilité économique signifia moins de travail et donc moins de revenus pour les immigrés, mais également une hausse des loyers. En 1973, la France va connaître ce qu'on appela alors la grève des loyers qui dura plusieurs mois. À force de négociations et de tractations, les entreprises gestionnaires de ces foyers finirent par solutionner le problème en cédant, entre autres, à cette condition, c'est-à-dire l'ouverture de salles de prière dans les différents foyers existants. Du jour au lendemain, des centaines de salles de prière vont voir le jour. Un phénomène qui va provoquer un autre phénomène par inadvertance également, c'est-à-dire la naissance des toutes premières fédérations musulmanes, tenues par des individus qui se disent responsables de tel nombre de mosquées dans tel nombre de foyers. Ce même phénomène va provoquer la naissance d'un autre, c'est-à-dire une vive concurrence entre les amicales dirigées par les pays d'origine, à savoir plus particulièrement le Maroc et l'Algérie, mais également une vive opposition contre les groupes islamistes très actifs au sein de ces mêmes foyers. À partir donc de cette première expérience réussie d'implantation de salles de prière dans les foyers, animées par les différents mouvements et groupes, cette dernière, encore une fois par inadvertance, va gagner comme une tache d'huile les usines, celles de Renault, de Citroën, de Talbot d'abord, puis les HLM par la suite. Mais aux marges de ces phénomènes qui sont un petit peu à l'image d'une boule de neige, un autre phénomène complètement inattendu cette fois va changer la donne. La décision, pour des raisons politico-économiques, d'instaurer le droit au regroupement familial en avril 1976. Cette décision, en plus de changer la donne, c'est-à-dire modifier la mentalité des immigrés d'un séjour ponctuel à un séjour perpétuel, elle va demander par le biais de circulaires ministériels aux préfets et aux grands patrons qu'il faut absolument faciliter la vie sociale et donc la vie culturelle de ces immigrés appelés à demeurer en France pour longtemps. Dès lors, le nombre de salles de prière dans les foyers, les usines, les HLM devient chose courante, faisant passer leur nombre de 4 à 211 en une seule décennie. Mais jusque-là, les choses ne sont pas organisées par les autorités de l'époque. C'est aux musulmans, pour les autorités de l'époque, c'est aux musulmans, dont la majorité est invisible, vu qu'elle vit dans les foyers et les HLM des banlieues reculées, de gérer la question de l'islam. Mais les choses vont changer par inadvertance encore une fois, c'est-à-dire l'assassinat en 1981 du président égyptien Anwar Sadat par le mouvement takfiriste, celui-là même, dont l'idéologie subversive va devenir la matrice de toutes les organisations terroristes, Al-Qaïda et Daesh en fait. Donc pour des raisons sécuritaires, cette fois-ci, il sera demandé aux musulmans de se regrouper au sein d'associations afin que chacun puisse être facilement identifiable. Cette demande du gouvernement va provoquer un phénomène
inattendu, c'est-à-dire la création des toutes premières grandes fédérations musulmanes. Ainsi, on va voir apparaître dans le paysage musulman en France l'Union des organisations islamiques de France, qui a vu le jour en 83, et qui sera suivie par la création de la FNMF, c'est-à-dire la Fédération nationale des musulmans de France, en 85. Cette fédération, à l'époque, était soutenue financièrement et logistiquement par le mouvement turc Millî-Görüs et par également la Ligue mondiale islamique d'obédience saoudienne. Donc le paysage musulman en France, grâce à cette demande, vient de changer de visage. Il va s'organiser comme il peut, mais déjà on remarque la présence de mains invisibles dans sa gestion, et cela, bien sûr, non sans intérêt. Mais jusque-là, on a le sentiment que le gouvernement laisse faire, préférant gérer la chose de loin. Les choses vont bien évidemment changer à nouveau en 1989 avec l'affaire du foulard qui a animé toute l'actualité française de l'époque. Les deux fédérations, c'est-à-dire l'UOIF et le FNMF, vont profiter de la situation, se saisir de ce dossier brûlant pour monter au créneau et faire de la surenchère. Cette façon de faire va interpeller le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Pierre Joxe, et le pousser à décider à la création du CORIF. Le CORIF, c'est une sorte de conseil de réflexion sur l'islam en France. Alors dans ce CORIF, qu'est-ce qu'il fait? Il installe la grande mosquée de Paris, la grande mosquée de Marseille, la jeune association UOIF et la jeune fédération FNMF. 2 ans plus tard, il va y ajouter des représentants africains, comoriens, antillais et d'autres personnalités jugées pour leur valeur ajoutée en termes intellectuels. Et donc, pour la toute première fois, on va voir que la logistique de cet organe est confiée de façon officielle au bureau des cultes, attaché lui-même au ministère de l'Intérieur. Mais, parce qu'il y a toujours des mais, cette décision politique va céder la place à une autre pour raisons sécuritaires, encore une fois. Elle concerne la vague de violence et de terrorisme qui a secoué l'Algérie durant la décennie noire. À cette époque-là, Charles Pasqua est nommé ministre de l'Intérieur et par ce biais, il décide de reprendre le dialogue avec la grande mosquée de Paris et par ricochet, mettre fin au CORIF. Alors ce choix qui peut sembler surprenant, il est motivé par une question capitale aux yeux de l'intérieur à cette époque-là, c'est-à-dire empêcher toute tentative d'infiltration par l'islam radical dans les mosquées en France. Donc, pour lui, il fallait absolument contrer cette vague, ce danger, en donnant la parole et, entre guillemets, les pleins pouvoirs à la grande mosquée de Paris et la restituer un petit peu dans sa légitimité aux yeux des Français et des musulmans en France. Mais le temps, il va passer sans qu'il y ait une véritable organisation avant que ça ne change en 1999. Lorsque, à l'époque, Jean-Pierre Chevènement décide de relancer le projet, il va commencer par le renommer, il va lui donner un nouveau nom, il l'appelle l'Istishara, c'est-à-dire la consultation. Et dans ce dernier, il va intégrer la grande mosquée de Paris, l'Union des organisations islamiques de France, la Fédération nationale des musulmans de France. Il va y intégrer également le DİKİB, c'est une nouvelle fédération turque, ainsi qu'une fédération des musulmans d'Afrique, du Comore et des Antilles, qui a été créée en 1990. Et à ces 5 fédérations, il ajoutera également 5 grandes mosquées, à savoir la grande mosquée d'Évry, la grande mosquée de Lyon, la grande mosquée de Marseille, la grande mosquée de Mantes-la-Jolie et la grande mosquée de Saint-Denis de la Réunion. Et en plus de ces différentes entités, il va y intégrer 6 personnalités qualifiées.
Donc, tout ce joli monde va travailler de concert à réfléchir à la gestion de l'islam en France, et de tractation en tractation et de réunion en réunion. Il arrive le 28 janvier 2000, qui va voir s'organiser la toute première séance plénière, qui est appelée le Comore. Donc, cette plénière va être suivie par 63 autres réunions qui vont aboutir en 2003 à la naissance du CFCM que nous connaissons tous aujourd'hui. Voilà, merci. Parfait, c'est Karim, hein, donc. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.